Nous vous proposons d'écouter dans un instant Atiq Rahimi, écrivain et cinéaste d'origine afghane, lauréat du prix Goncourt en 2008 pour son roman Singh Sabour, qu'il a adapté au cinéma en 2013. Il est aussi l'auteur avec sa fille Alice Rahimi en 2022 de Si seulement la nuit aux éditions POL. Vendredi 5 juin 2026, Atiq Rahimi était à la librairie Ombre Blanche autour de la parution chez POL de Kabuliwala, c'est moi, un texte sur l'exil, un récit personnel bouleversant, une méditation sur la création, l'échec et la réincarnation et qui renoue avec son talent de conteur. La discussion était menée par Jean-Antoine Loiseau. Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être présentes et présents ce soir à la rencontre de notre invité Atiq Rahimi, que nous sommes très heureux de recevoir pour ce nouveau roman qui est paru ce printemps aux éditions POL, comme quasiment l'ensemble de l'œuvre d'Atiq Rahimi, et donc dernier livre dont le titre est Kabuliwala, c'est moi. Voilà, il sera certainement question de ce titre pendant la discussion. En tout cas, Atiq Rahimi, merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté l'invitation de la librairie. Et puis, je remercie aussi Jean-Antoine Loiseau qui va se charger de la modération de cette rencontre. Merci à vous deux et bonne rencontre, bonne discussion. Merci beaucoup Benjamin pour ces mots d'accueil. Merci et bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de retrouver, d'accueillir Atiq Rahimi qui donc va évoquer, comme le disait Benjamin, Kabuliwala, c'est moi, aux éditions POL. Quelques mots sur vous. Atiq Rahimi, vous êtes né à Kaboul, vous vivez et travaillez aujourd'hui à Paris, vous avez fait vos études au lycée franco-afghan, vous m'arrêtez s'il y a des erreurs, dans Estiklal de Kaboul, puis ensuite à l'université en littérature. Vous quittez l'Afghanistan en 1984 pour le Pakistan, du fait de la guerre, puis vous obtenez l'asile politique en France où vous passez un doctorat de communication audiovisuelle à la Sorbonne. C'est bien ça ? Voilà, jusque-là c'est bon. Vous réalisez des films documentaires, vous adaptez en 2004 votre roman Terre et cendres, qui avait été publié en 2000, qui était votre premier roman, qui, présenté au Festival de Cannes, obtient le prix Regard sur l'avenir. Il y aura ensuite, en 2002, Les 1000 maisons du rêve et de la terreur. En 2005, Le retour imaginaire. En 2008, Singh Sabour, Pierre de patience, prix Goncourt, que vous adaptez au cinéma en 2013, si je me souviens bien, avec Golshifteh Farahani dans le rôle principal. Tout est parfait. Voilà, en 2018, vous tournez au Rwanda aussi l'adaptation cinématographique de Notre-Dame du Nil de Scholastique Mukasonga, qui est plusieurs fois venue ici à Ombre Blanche. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec elle. Donc il y aura ensuite Maudit soit Dostoïevski en 2011, Les porteurs d'eau en 2019, L'invité du miroir en 2020, Si seulement la nuit en 2022, et donc aujourd'hui, Kabuliwala, c'est moi, toujours chez POL, un livre qui m'a énormément touché, que je trouve d'une richesse, on va en parler, mais alors bon, Benjamin parlait du titre, mais ça on va peut-être y venir dans le cours de la discussion, mais c'est un livre à la fois sur le cinéma, sur la littérature, on est un peu dans les deux, si je puis dire. En fait, le livre s'ouvre, on est au bord du Gange, on est à Calcutta, donc sur le pont de Ovrat. Il y a un cinéaste qui se trouve là, assez accablé par le désespoir et qui songe, on l'apprend très vite, parce que c'est page 3, à mettre fin à ses jours, c'est-à-dire à sauter du pont, à se suicider. On comprend qu'il est venu en Inde pour réaliser un film intitulé Kabuliwala, inspiré donc de la célèbre nouvelle de Rabindranath Tagore, qui a eu lui prix Nobel de littérature en 1913. Kabuliwala voulant dire l'homme de Kaboul, si je traduis un peu synthétiquement, on va dire. Et Rabindranath Tagore, que vous citez en exergue, enfin en épigraphe du livre, l'illusion est la première apparence de la vérité. Et ça, j'ai envie de dire, c'est assez au cœur de votre roman. C'est un livre magnifique dont on va parler. Alors, première question,
Donc Atik Raimi, quelle a été peut-être est-ce que c'est cette difficulté d'adaptation de ce livre de Tagore qui a donné l'idée peut-être d'aller écrire un roman alors que vous n'avez pas pu réaliser ce film, ou est-ce que c'est autre chose, c'est une envie peut-être d'évoquer l'Inde aussi, parce que le roman se passe essentiellement en Inde. Plusieurs questions en une, je sais que j'ai un peu ce défaut parfois, mais non, voilà, non, en tout cas, pas du tout, c'était pas merci d'être là. Merci. Kabouli, voilà, c'est moi. Voilà. Encore merci, et puis heureux de vous retrouver, certaines personnes. Bon, là, des visages me dit quelque chose. Voilà. Alors, l'histoire de ce livre, en effet, ça vient de très loin. De très loin. Encore plus loin que... Encore plus loin que... J'évoque un peu entre les lignes, comment j'ai connu cette petite nouvelle de Tagore qui s'appelait Kabuliwala, l'homme de Kaboul. J'avais 15 ans quand mon père il est parti vivre en Inde, et quelque temps après, je suis allé le rejoindre. Et lui, il avait trouvé un prof pour m'apprendre le hindi et l'anglais. Et ce prof-là, tout de suite, il m'a dit, écoute, je t'apprends le hindi et l'anglais à travers une nouvelle qui s'appelle Kabuliwala, l'homme de Kaboul. Et voilà, c'est comme ça. Donc, à ce moment-là, que j'ai commencé à connaître cette nouvelle, et en même temps, j'ai appris que les Indiens, notamment les Bengalis, avaient fait une première adaptation cinématographique de cette nouvelle. C'est une nouvelle de 5-6 pages, pas plus. Une histoire très, très simple de Tagore, qu'il a écrit. Certains disent dans sa jeunesse, d'autres ils disent que c'est en 1914, etc. Bon, bref, c'est un peu compliqué la datation en Inde, parce que pour eux, le temps, les dates n'ont aucune importance. Bref. Et donc, toujours, même la nouvelle de Tagore a été racontée du point de vue d'un narrateur appelé, pas par hasard, Rabin. Donc, c'est l'histoire, c'est de son point de vue, il raconte l'histoire de sa fille, Mini, qui s'attache à un marchand ambulant afghan, Kabuliwala. Le Kabuliwala, c'est le terme que les Indiens britanniques de l'époque utilisaient pour les Afghans qui venaient travailler en Inde à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire l'homme qui appartient à Kaboul, etc. Mais le terme Wala, c'est assez particulier parce que, par exemple, peut-être que vous avez entendu Rikshawala, etc., même pour la profession, etc. Bon, bref. Et ce livre, cette petite histoire m'avait beaucoup touché à l'époque, en effet. Parce que l'histoire de cet Afghan errant en Inde, et qui s'attache à cette jeune fille, juste parce qu'il avait laissé dans son pays, en Afghanistan, sa jeune fille de 5-6 ans, et il est venu pour travailler et envoyer de l'argent à sa famille. Et ironie de sort, là où il est hébergé, donc dans une petite pension, il y a eu un meurtre, et c'est lui qui est accusé, juste parce que il parle pas le bengali, et voilà, il est accusé de ça. Et ensuite, 15 ans après, il sort de prison, mais il veut retourner chez la famille de cette petite fille pour leur dire qu'il n'était pas coupable. Voilà. C'est une histoire très très simple. La première question était pourquoi Tagore avait écrit cette petite histoire. Parce que lui, toujours dans sa poésie, dans ses romans, il attaque à des sujets très très
profonde, très comment dire, historique, politique, des histoires sociales, etc., etc. Et s'attacher à Kabuliwala. La première chose qui m'avait frappé, c'était justement ce qu'on a mis sur le dos de cet Afghan, qui est le crime, la culpabilité. Et évidemment, tout ce que je veux dire, ce n'était pas à l'âge de 15 ans, sur lequel j'ai réfléchi, médité, hein, c'était plus tard, hein, au fil des années, jusqu'à ce que j'arrive à ce livre-là. Il y a une chose qui m'a plus tard frappé, c'était justement ce sentiment de culpabilité chez les exilés. C'est très très étrange, parce qu'un exilé est déjà coupable dans son propre pays. C'est pourquoi il part. C'est pourquoi il quitte sa terre natale. Parce qu'il est contre le régime, il est contre la religion, ou une religion, contre un système politique, peu importe. Donc, il est coupable vis-à-vis de la loi de pays. Donc, il vient dans un autre pays en asile. Et là, aussi, il est coupable parce qu'il est sans papier, sur le plan de la loi, donc à l'égard de la loi, donc il est coupable. Oui. Ensuite, quand on survit à ces deux culpabilités, et qu'ensuite on est bien installé dans le confort de l'exil, ou selon le terme camusien, dans le royaume de l'exil. Donc, et ensuite, il y a une autre culpabilité qui ronge les exilés. Une culpabilité plus intime, plus intérieure, plus personnelle. C'est que, ok, je suis là, dans le confort de l'exil, mais j'ai laissé derrière moi tous mes proches. J'ai laissé tous mes proches sous la terreur, etc. Et je suis là, en effet. Et ça devient très, très compliqué dans le système psychique d'un exilé. Voyez. Donc voilà, c'est cette petite nouvelle, mine de rien, pour moi, elle dit tout ça. Elle était plutôt grande, cette petite nouvelle. Oui, absolument. C'est très profond. Profond, tout à fait. Voilà, absolument. Énormément. Absolument. Oui. Et donc, voilà. Et puis, autre chose, d'une manière très symbolique. Pourquoi les fruits secs? Un marchand de fruits secs. Oui, pourquoi les fruits secs? D'abord, les marchands ambulants, c'est l'errance. Et pourquoi le fruit sec? Parce que c'est nature morte. C'est des fruits arrachés à la racine. Des fruits qui vous voyez? Donc, il y a, symboliquement parlant, socialement parlant, politiquement parlant, il y avait psychologiquement parlant, il y avait tant de choses dans cette petite nouvelle. C'est pourquoi je crois que ça m'avait, au début, par intuition. Mais beaucoup marqué quand même, visiblement. Oh, absolument. Oui. Absolument. Et puis, voilà, c'était ça. Ensuite, c'était l'histoire qui était restée, je crois, au fond de moi. Et 2004, vous avez évoqué justement mon film Terre et Cendres. J'avais réalisé et j'avais présenté à Cannes. Et juste après Cannes, j'étais invité au festival de Delhi, au festival du film de Delhi. On y vient. Ah, voilà. Okay, allez-y. Et donc, j'ai eu 2 grands prix de festival. Et à la fin de la cérémonie, une dame journaliste vient me voir pour me demander, il me posait 2-3 questions. Et à la fin, elle me pose la question qu'elle posait à tous les réalisateurs présents dans ce festival. Si vous faisiez un film en Inde, ça serait quoi? Quelle histoire? Et moi, vraiment,
comme ça, sans réfléchir, sans avoir vraiment projet, rien. Il dit Kabuliwala. Et hop, là, spontanément. Spontanément. Génial. Donc, avec quel acteur? Je ne connaissais pas des acteurs indiens de cette époque-là. Je parlais des acteurs que j'avais entendus quand j'étais jeune, de la bouche de mes parents, ou en Afghanistan. J'ai dit, par exemple, un nom, Raj Kumar. Il dit, il est décédé. Pas de chance. Pas de chance. Deuxième tentative. Deuxième tentative, décédé. Troisième tentative, décédé. Et à la fin, j'ai pris un nom comme ça, Manoj Kumar. Je connaissais cet acteur par ses engagements auprès d'Indira Gandhi, etc. Elle dit, on ne sait pas s'il est vivant ou non. Fini, le lendemain, à la une du journal Times of India, quand même, qui est le monde de indien, c'était marqué, Atik Rahimi va tourner en Inde, avec Manoj Kumar, comme dans le rôle principal, s'il est vivant, il se demande. Et 5 minutes après, je reçois un coup de téléphone. Et il dit, oui, Monsieur Rahimi, oui, je suis Manoj Kumar. Et il dit, voilà, je vous appelle juste pour vous dire que je suis encore vivant. Finalement, vous voyez. Il dit, écoutez, j'ai adoré cette idée-là. Et en plus, vous, oui, en tant qu'Afghan, vous pouvez faire ce film de point de vue d'un Afghan, etc., etc. Et je dis, et moi, je ne peux pas jouer parce que c'est vrai qu'il était sur la chaise roulante, etc. Il était très vieux. Mais je veux produire votre film. Et c'est parti comme ça. Ouais. Après, un an après, j'ai rencontré Jean-Claude Carrière, aussi dans ce festival. Et ensuite, on a écrit le scénario. Et j'ai mis presque 2 ans. Les deux en collaboration. En collaboration. Vous le citez dans les sources à la fin Absolument. du livre. Absolument. Parce que lui, il était comme consultant. Et ensuite, j'ai mis 2 ans pour préparer le film. Mais 2 semaines avant le tournage, il y a eu un désaccord entre les producteurs français et indiens. Et je n'ai pas pu faire ce film. Et voilà. Je vais me permettre de lire le tout début du roman, parce que là, on va progressivement rentrer. Il est 4 heures du matin à Kolkata. Le ciel entre chien et loup est suspendu au-dessus de moi. Et moi, debout sur le pont de Ovra, un arc de fer tendu au-dessus d'un fleuve, trop vaste pour être un fleuve, trop trouble pour être un miroir. Le Hougli, ce bras du Gange qui ne cesse de dériver lentement, lourdement. Il emporte tout, la ferraille, les fleurs fanées des offrandes, les corps, les cendres, et même ce que l'on croit avoir oublié. La ville, pendue aux 2 extrémités du pont, murmure encore. Kolkata ne s'endort jamais. Des klaxons dispersés, des moteurs à bout de souffle, des cris étouffés. Je regarde en bas. L'eau est loin, mais pas tant. Elle est opaque, ocre, une terre qui coule. Je suis là pour me jeter dans le fleuve et m'en aller. Je vois un cadavre qui flotte lentement. Un corbeau le chevauche. Il becquette comme pour fouiller la mort. La carcasse s'approche. Ce n'est pas la mienne, mais celle d'une vache morte, gonflée, presque bénie dans sa décrépitude. Elle vague. Elle me regarde sans me voir. Et moi, je l'écoute sans l'entendre. Elle me dit qu'ici, on ne meurt pas n'importe comment. On meurt de faim ou de maladie, de vieillesse, et dans l'oubli aussi. Mais pas par le suicide. Le suicide, laisse-le à ceux qui espèrent donner du sens à la vie. La vache passe. Un autre point noir apparaît au loin dans la brume du fleuve. Puis une ligne, un mouvement, un bateau, lent, bas sur l'eau. Il s'approche. Il avance sur l'eau argileuse comme un rêve obstiné, un rêve que je me raconte encore, un conte que je ne peux pas faire couler dans l'eau, pas encore. C'est comme ça, dans cette ambiance suspendue sur ce bateau, que pourrait arriver le personnage de mon film, Ramat, le Kabuliwala, comme on appelait autrefois les Afghans,
ici en Inde britannique, échoué là à Kolkata sur un bateau. Pas en avion, pas par la route, non, il viendrait par le fleuve, lentement, comme une chose oubliée que le courant ramène. Un bateau en bois, fatigué, l'emportant des rives intérieures vers la ville tentaculaire, floutée dans la brume du matin. La ville se lèverait, tordue, humide, immense, comme ce matin-là. Ramat serait debout, à l'arrière du bateau, sans savoir s'il s'approche d'un rivage ou s'il s'éloigne encore. Il ne saurait pas s'il arrive quelque part ou s'il fuit toujours. Moi non plus, je ne le sais pas, je ne sais plus. Je suis venu en Inde pour filmer son histoire. Celle qu'a racontée le grand Rabindranath Tagore en 1916 dans une toute petite nouvelle. Un texte court mais vaste, étudié dans les écoles indiennes, adapté 2 fois au cinéma, d'abord par un cinéaste bengali, ensuite par un réalisateur venu du monde de Bollywood. Toujours raconté du point de vue de l'auteur-narrateur indien, nommé non par hasard Rabi. Mais moi, je voulais raconter et filmer à travers son regard à lui, l'Afghan, le Kabuliwala, en l'arrachant à son époque, à sa mémoire d'antan, à sa terre, pour le faire exister à nouveau au début de notre siècle, si violent, si chargé pour le monde et surtout pour les Afghans comme lui. Tout semblait en place. Le scénario veillait dans mes carnets, le casting attendait dans l'ombre, les décors étaient dressés comme des promesses et l'équipe, déjà rassemblée, retenait son souffle. 2 semaines encore, à peine avant le premier clap. Il ne manquait qu'une signature, celle d'un coproducteur français. Une simple trace d'encre qui devait ouvrir la porte. Hier soir pourtant, un appel entravé, la voix du producteur indien s'est brisée dans ma mémoire. Il ne supportait plus l'arrogance française, cette incompréhension obstinée d'un pays, d'un esprit, d'un projet. Voilà, on est là. Et donc aujourd'hui, Atik Raimi, ce roman, alors c'est vrai que on l'entend bien, cette volonté de changer de changer d'époque pour la narration, mais ça aurait pu être une simple. C'est loin d'être une novélisation du film. C'est vraiment une création littéraire. C'est un vrai roman qui, voilà, vous auriez pu vous contenter peut-être de. Et en fait, c'est un peu peut-être ce qui était caché dans le film. Je ne sais pas comment l'expliquer votre roman. Mais peut-être que vous. Non, c'est que l'année dernière, j'ai essayé de finir un autre livre et je ne pouvais pas. Et en même temps, j'ai eu la commande d'un autre livre sur la ville de Calcutta, un livre de photos. Et là, j'ai pris mes notes de cette époque-là, où j'étais, parce que moi, j'ai un carnet tout le temps sur moi et je note tous les jours. Surtout tous les matins. Et j'ai pris mes notes de l'époque à Calcutta et aussi mon scénario. Et je veux dire, déjà, le scénario que j'avais préparé, que j'avais écrit, et puis je faisais des découpages, etc. Parce que dans le scénario, la page droite, c'est le scénario, page gauche, c'est tous les commentaires qu'on se met pour la mise en scène, la couleur, etc. Et je voyais que j'avais mis beaucoup de textes, ou plutôt des sous-textes à ce scénario, de mes réflexions, etc. Et comme j'étais très frustré par rapport à l'autre livre, donc je dis, je vais écrire cette tentative ratée de suicide. Allez. Oui, carrément, c'est ça. Voilà, c'est parti comme ça. Je voulais écrire, sur ça. Mais petit à petit, évidemment, en lisant toutes mes notes, je voyais qu'il y avait aussi cette histoire-là. Donc, c'est devenu une sorte de mise en abîme, en effet. Il y a même parfois des doubles mises en abîme. Pour le coup, c'est vertigineux. Enfin bon, voilà, allez-y. Absolument. Ce jeu, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Déjà évidemment ici en France
pour ce genre de jeu littéraire, c'est-à-dire jouer avec un livre de l'autre, d'un autre écrivain, etc. On a des termes, il y a eu des études universitaires, très théoriques. Entre autres, par exemple, on parle dès qu'il y a un roman dans l'autre roman, évidemment, la mise en abîme, le thème venu de André Gide, dans le faux monnayeur, etc. Et puis, plus tard, évidemment, tous les travaux des théoriciens littéraires des années 60, vous voyez, Gérard Genette, etc., qui c'était l'intertextualité, et puis palimpseste, etc., etc., etc. Pour moi, c'est vrai que c'était un jeu littéraire assez intéressant, venu d'un monde d'Afghanistan, et voir comment on théorise les choses, les procédures de la création littéraire, ici en France, avec des théories, avec des termes très, très spécifiques, etc. Mais pour moi, en même temps, c'était pas quelque chose d'exceptionnel, quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que dans notre culture persanophone, c'était ce qui se passe en Iran et en Afghanistan. À l'époque, c'était le même pays, bien sûr, le même royaume, le même empire. Et, par exemple, chez Rumi, chez tous les... C'est normal. C'est-à-dire qu'un auteur prend l'histoire racontée par un autre auteur, et puis de lui donner une autre dimension, une autre dramaturgie, etc., etc. C'est complètement normal. Et que dire en Inde ? Alors là, l'Inde, alors là, quand vous parlez de plagiat, je dis, c'est quoi ça ? Non, ils ne connaissent pas ces termes-là. Pourquoi ? Parce que chez les Indiens, dans leur pensée, c'est quoi ? C'est que la pensée n'appartient à personne. Les récits n'appartiennent à personne. C'est l'humanité qui crée chaque chose. Et déjà, leur idée religieuse, c'était la réincarnation. On sait très bien que notre vie ne commence pas avec notre naissance et ne se termine pas avec notre mort. Nous, on existait bien avant, et notre vie est là, et on continue, etc., etc. Donc, il n'y a pas ni commencement, ni fin. On est toujours dans un état d'inachèvement. Donc, toujours, on se rattrape, on revient dans ce monde, etc. Donc, l'idée que le texte est clos, le texte a une composition, n'existe pas. Et comme leur musique indienne, vous voyez, le raga, c'est un terme musical, c'est une composition que chaque musicien peut prendre et peut continuer, peut réécrire. Enfin, déjà, la musique, ça ne s'écrit pas en Inde, c'est toujours par lui, etc., etc. Donc, bref, c'est une procédure littéraire, c'est une procédure artistique assez fréquente et très naturelle dans ces contrées-là. Donc, pour moi, vraiment, c'était venu, l'écriture de ça, très naturellement. Ouais. Je ne me suis pas posé cette question. Comme de la même manière que j'ai écrit Maudit soit Dostoïevski, j'ai pris Crime et Châtiment de Dostoïevski, et je ne me suis pas posé la question. Donc, j'essayais de l'adapter en Afghanistan, de Crime et Châtiment, alors que ça arrive en Russie, dans le milieu orthodoxe, dans le milieu chrétien, et comment ce sentiment de culpabilité, d'un seul coup, ça se passe dans un pays musulman, etc. etc. Donc, mais, ceci dit, à chaque fois, je découvre une autre dimension de la même histoire, de même personnage, etc. Et là, ce que j'aimais, c'est justement chez Tagore, c'était cette profondeur qui était là, et ce qui se cachait entre les mots, ce qui se cachait entre les phrases, ce qui se cachait au fond de leur personnage. Par exemple, Tagore,
dans le Kabuliwala, dans cette nouvelle, ne parle jamais comment ce Kabuliwala est arrivé en Inde. Et alors que moi, je le prends. Oui, il fait le voyage. Quoi. Il fait le voyage, je montre absolument. En train, ensuite en bus ou l'inverse. Bus, à pied, oui, dans oui, sur le caravane, tout ce que moi. Tout ce qui se passe sur le chemin. Ce que moi j'ai vécu d'une certaine manière. Voilà. Donc voilà, c'était ça. Vous écoutez le romancier et cinéaste Atiq Rahimi, auteur de Kabuliwala, c'est moi, aux éditions POL, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, vendredi 5 juin 2026. Ce qui est très intéressant, c'est que après vous mélangez, vous intervenez, enfin l'écrivain intervient dans le récit assez vite, du reste, page 26. On passe au jeu, il y a un moment, ça s'intègre comme ça dans le récit. Ainsi commence le vertige de l'exil. Alors ça, l'exil, en effet, absolument. C'est un motif central du roman. Il y a le thème du double aussi, peut-être qu'on parlera absolument. Du double aussi. Parce qu'il voit apparaître en même temps, de loin, ce personnage, justement, Ramat, qui est le personnage de la nouvelle, et à partir de là, se forge. Voilà. Ainsi commence le vertige de l'exil. Je le comprends, je le sens, car je l'ai vécu aussi. Mais moi, à l'hiver 1984, lorsque j'ai franchi la frontière à pied, après 9 jours et 9 nuits de marche, je n'ai pas eu à vivre ces camps-là, ces étendues de bâches blanches installées à perte de vue dans le nord du Pakistan, non loin de Peshawar. C'était une autre époque. La guerre froide faisait de nous des cavaliers héroïques. Partout, on nous accueillait comme des princes, fiers rescapés du communisme. Je n'ai vu ces camps qu'une seule fois pour faire ma demande d'asile auprès du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Je n'y ai jamais dormi, je ne m'y suis jamais attardé. Mais aujourd'hui, perché sur le pont de Ovra, des milliers de kilomètres et une vie plus loin, je peux l'imaginer, lui, Ramat. Je le vois au creux d'un camp accroché à flanc de montagne, dans un monde que j'ai fui ou qui m'a fui. Lui non plus, il ne sait pas encore où il est, ni ce qu'il cherche ici. Sa vie, comme la mienne, est ailleurs. Voilà. Il y a très vite. Comment c'est oui, cet entremêlement, j'ai envie de dire, du jeu, de votre jeu, si je puis dire. Là, encore, parce que je dis que tout à l'heure, quand vous avez parlé de ma biographie, que je suis né en Afghanistan, etc., je joue toujours avec ça. Je dis que j'ai l'impression que je suis né en Inde, incarné en Afghanistan, réincarné en France. C'est pas mal. Donc, en effet, là, ce jeu, mais en même temps, ce jeu de miroir, jeu de miroir, c'est encore, je me suis inspiré de la pensée indienne. Dans la pensée indienne, il y a un terme, un concept très joli, très poétique, qui s'appelle darshan. Darshan, ça veut dire l'échange de regards. Mais c'est un terme très polyphonique et polysémique, merci. Ça veut dire que ça veut dire à la fois attirance, passion, couleur, appartenance et lumière à différents moments de la journée, etc. Et cet échange de regard avec la lumière. Mais aussi, religieusement parlant, c'est un regard qu'on échange avec un sage ou avec la divinité. Et ils disent quand même, on n'est pas obligé d'avoir les yeux ouverts pour rencontrer quelqu'un. Dans le darshan, c'est même les yeux fermés, on rencontre. Parce que pour eux, tous les êtres humains ont un troisième œil ici. Donc, c'est un regard très intérieur avec l'autre, avec la divinité. Et cet échange n'est pas que moi je me mets au même niveau que la divinité, au même niveau que le sage. Non, c'est-à-dire on se met devant ça même avec sa modestie, etc. Et juste on dit, allez, regarde-moi, je suis à tes pieds. Donc, mais aussi c'est un terme amoureux. C'est darshan, ça se passe aussi.
ici, en Occident, on dit le coup de foudre. Voilà. Mais là-bas, c'est ça. Donc, d'une certaine manière, coup de foudre avec la sagesse, avec la divinité, avec une personne, etc. Donc, c'était ça. Et il y a un moment où je parle de cet échange de regards avec le sage Rabindranath Tagore. Parce que j'étais dans un train pour faire le repérage de mon film et j'allais vers le nord de Bengale. Et dans le train, d'un seul coup, je vois portrait de Tagore. Parce que le portrait de Tagore en Bengale, vous le trouvez partout, 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 partout. Il est plus présent que n'importe quelle divinité en Inde. Donc, voilà. Et c'était incroyable ce regard. Déjà, quand vous regardez l'image de Tagore, il a un sacré regard. Hein. Regardez ses photos, il a une présence avec sa barbe blanche, ses cheveux, et puis c'est un homme, c'est un grand poète, grand dramaturge, grand musicien, compositeur, prix Nobel quand même, etc., etc. Malheureusement, on le connaît pas beaucoup dans le monde. C'est dommage. Vraiment, quand vous lisez ses poèmes, sa poésie, c'est incroyable, incroyable. Et ses récits aussi. Donc, voilà, c'était cet échange. Donc, cet échange à la fois avec Tagore, cet échange avec l'exil, cet échange avec la sagesse indienne, etc. Oui, c'est plutôt ça, ce jeu du miroir. C'est vrai que l'Inde, vous dites à un moment donné, vous écrivez, l'Inde, enfin, le narrateur dit l'Inde m'appelle, quoi. Il est complètement comme. Oui. Il dit aussi à un autre moment, l'Inde ne se donne pas facilement, elle se dérobe, on n'arrive jamais finalement. Il y a un peu cette dimension-là dans le livre aussi, cette tentative, cette capacité. Oui, comment est-ce qu'on filme, comment est-ce qu'on peut arriver à saisir peut-être quelque chose. Absolument. De même, voilà. Toujours, on a une image assez particulière de l'Inde, vous voyez, ça, sur la carte postale spirituelle, touristique, voilà, le home, etc., qu'on fait ça. Mais n'empêche que le fond de la société est très violent. Il y a beaucoup de choses. Mais il y a une violence sociale et une violence politique, bien sûr, tout le temps. Donc, comme dans tous les pays. Mais pour nous, évidemment, on a très vite tranché entre la violence et la paix, la violence et la sérénité, etc. etc. Mais, sauf que dans la pensée indienne, il y a, oui, la violence fait partie. Alors qu'on a toujours cette idée de l'Inde pacifique, tout le monde, etc. Mais non, quand on entre, il y a par exemple le système de caste, quand même, c'est un système un peu violent. Et puis dans le livre, j'en parle. Il y a des viols, il y a des viols, il y a beaucoup de choses. Il y a des émeutes incroyables, etc. Donc il ne faut pas trop non plus entrer dans une sorte de mythe pacifique de l'Inde, etc. Non, elle est comme tous les autres pays, comme les Indiens, comme tous les autres. Mais la pensée indienne, en effet, elle a quelque chose. Et pour moi, c'est très réconciliant de voir dès le début qu'on ne me promet pas un monde meilleur, etc. D'emblée, en Inde, quand on est, on dit non, ce monde-là est un monde de souffrance. Dieu, on dit. Ouais. D'emblée, alors, ça ne promet rien. Alors que. Vous voyez, quand on est ici, on essaye de protéger nos enfants, de leur donner vraiment des promesses, des rêves, voilà, la vie, etc. Mais l'Inde, non. Non. L'Inde, au contraire, on vous prévient dès d'emblée que la vie
est une souffrance, attention, etc. La vie est violente, etc. D'où, chez la déesse qui a donné son nom à Calcutta, Kali, vous voyez, Kali, c'est à la fois créatrice et aussi destructrice, les deux en même temps. C'est pas, il n'y a pas cette distinction, il n'y a pas cette dichotomie qu'on a entre le bien et le mal, etc. Ici, non, là-bas, tout est dans un ensemble, dans un système. Donc, oui, là, l'Inde, c'est quelque chose qui déborde. Et puis, tout ce qui se passe là-bas, l'Inde l'absorbe aussi. Je raconte à un moment donné, par exemple, moi j'étais à Murshidabad. Murshidabad, c'est une ville dans le nord de Calcutta, un endroit incroyable fondé par l'empire musulman, etc. Et je suis arrivé dans un carrefour et je vois en plein milieu du carrefour, pas une fontaine, pas un dieu ou une déesse. Je vois la statue de Lénine. Attendu. Le stupéfaction. Absolument. C'est vrai. J'ai vu là, jaune. C'était jaune avec des guirlandes autour, des fleurs. Je dis, mais c'est quoi où je suis? Et même Lénine est devenu une sorte de dieu là-bas. Vous voyez? On s'approprie. S'approprie. Voilà, c'est ça, c'est là, c'est comme ça. Donc, et c'est ça, c'est pourquoi, moi ce que je dis, l'Inde déborde. L'Inde déborde le cadre d'une photo. L'Inde déborde la dramaturgie d'un récit. L'Inde déborde l'esprit. L'Inde déborde le corps. Voilà. L'Inde ne se donne pas, elle déborde le corps, l'imaginaire, l'histoire même. Voilà pourquoi je n'arrive pas à la filmer, elle déborde le cadre, le champ, l'objectif, elle excède la lumière, les sons, les couleurs, elle refuse de se laisser capturer, elle n'obéit à aucune grammaire visuelle. L'Inde n'est pas un sujet que l'on filme, c'est une marée, une présence, un vertige. Et c'est peut-être cela le plus grand piège, croire qu'on peut contenir ce trop-plein dans une image. Non, je ne saurais pas filmer l'Inde. D'ailleurs, je ne filmerai pas l'Inde, mais en Inde. Je m'y effacerai dans l'ombre de Ramat, un homme que l'Inde déborde aussi, mais qui, lui, accepte de marcher sans comprendre. Il se laisse emporter par ce qui lui arrive. Il suit la voie, rien que la voie, même celle que lui trace quelqu'un comme Savdar. C'est vrai, vous savez très bien, Atiq Rahimi, il y a la violence présente aussi dans ce livre, très présente. Hein. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a vraiment aller très à travers son parcours. Voilà, il est victime. Enfin bon, je vais dire, oui. Voilà, pour dire que, comme vous l'avez très bien dit, il y a ce mélange. Ouais. Voilà. Donc, en effet, l'Inde, c'est comme ça. Il faut accepter l'Inde avec ses contradictions. Si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez intervenir. Hein, si vous avez une question à poser, ou, on peut aussi le faire en cours de. Oui, vous voulez. Le Pakistan s'enferme. L'Inde déborde, mais le Pakistan s'enferme. Très joliment dit. Merci, en effet. En effet, vous avez très très bien dit. Ça, je vais l'emprunter à vous. En effet. Bon, c'est pas parce que je suis un Afghan qui a eu tant de conflits avec le Pakistan et que tous nos malheurs viennent justement de ce pays-là. En effet, c'est pas pour ça que je dis ça, mais c'est vrai que la naissance de Pakistan a fermé beaucoup de portes, beaucoup de choses, en effet.
C'est vrai, je parlais du thème du double, hein, du motif que vous aviez déjà, je crois, abordé dans Terrescent, enfin, dans plusieurs de vos livres, pas tous les... Et là, on retrouve, hein, il aperçoit à un moment donné ce personnage, donc et ça devient un peu son double. Alors après, c'est vrai qu'on est un peu perdu, mais au bon sens du terme. Il y a à la fois la culpabilité, l'exil, et puis aussi l'ancrage aussi de l'époque aussi, parce que c'est vrai que par rapport à l'Afghanistan, par rapport au fait d'être afghan, en 2001, c'est vrai que ça ajoutait après ce qui s'est passé. Ce choix justement de transférer à cette époque le double, 2001. Oui, le double, il y a double siècle, 2 siècles, double visage, double personnage, double narrateur. Tout est, en effet, tout est en double. C'est la maladie schizophrène des exilés. Hein. C'est vrai que les exilés, ils ne vivent que dans cette schizophrénie. Qui disait, un des poètes français, je crois qu'il disait, la schizophrénie, c'est la maladie la plus poétique. Et c'est vrai, je me demande si ce n'est pas Deleuze qui avait dit ça. Deleuze, oui, je crois, ouais, parce qu'il s'intéressait beaucoup à la schizophrénie comme son acolyte Guattari. Oui, et ils ont écrit justement 2 livres qui s'appelaient d'ailleurs les schizophrénies. Et oui, on est condamné un peu à ça, le fait d'être ailleurs, d'être ailleurs. En effet, ça crée aussi bien dans la langue que dans la manière de penser, dans la manière de vivre, dans la manière de s'habiller, etc., etc. Et dans la manière même d'écrire. Ça crée ce dédoublement de personnalité, de personnage, en effet. Et parce que là, je crois, évidemment, intéressante, le fait que le narrateur tutoie le personnage, ça crée déjà une sorte de dédoublement. Et pareil, dans les 1000 maisons de rêve de la Terra, mais surtout dans le retour imaginaire, dans lequel il y a 2 Attiques. Il y a un Attique qui reste en Afghanistan et l'autre Attique qui part en exil. En effet. Et ça, c'est... Je ne sais pas, ça, il me faut un divan pour dire pourquoi ces dédoublements, etc. Par l'exil, bien sûr. Ah oui, vous le dites intéressant, on est dans Maudit soit Dostoïevski aussi, vous aviez aussi dans Les Porteurs d'eau également. Alors là, aussi, ça c'était encore plus. Oui. Et alors justement, ce choix d'ancrer l'histoire au début, en 2001, enfin cette période, ça a été une volonté d'emblée. D'emblée, oui, parce que c'est quand même 2001. D'abord, il s'est passé quelque chose avant le 11 septembre. En 11 septembre, retenez bien, 11 septembre, et puis il y a 11 mars. 11 mars, les talibans avaient détruit les 2 grands Bouddhas en Afghanistan. Et en plus, 9 mois après, les 2 grands tours de New York. Il y a déjà des doublements. Et le 11, déjà, moi, je ne veux pas entrer dans l'ésotérisme, mais quand je dis par exemple le 11, c'est 2. Absolument. Et ça, donc, j'ai joué avec ça, absolument. En dehors de ça, oui, le 11 septembre, c'était très, très violent pour nous, pour les Afghans. D'abord, la destruction des Bouddhas, ensuite l'assassinat de Massoud, puis l'intervention des États-Unis, et puis la force internationale en Afghanistan, etc. Donc, oui, c'est une année très, très chargée. Et donc, c'est pourquoi je ramène à essayer. Et c'est vrai pourquoi, pour moi, plus que tout, la destruction de 2 Bouddhas, qui annonçait la destruction, justement, des 2 tours aux États-Unis, pour moi, était très symbolique,
Mais aussi, pour moi, je me rappelle très, très, très bien, à ce moment-là, j'étais en Espagne pour la sortie de mon livre Terre et Cendres. Et j'étais dans ma chambre d'hôtel, je me préparais pour descendre et aller à l'école des Beaux-Arts de Madrid, présenter mon livre. Et j'allume la télé et je vois l'image de la destruction du Bouddha. Et j'étais effondré, en effet. J'étais en larmes. Et je suis descendu, il y avait la conférence de presse. Et je n'ai pas voulu faire cette conférence de presse. J'ai demandé aux journalistes, aux photographes de me suivre. Et à l'entrée de l'école de Beaux-Arts de Madrid, il y avait une statue de Vénus. Et je me suis prosterné devant cette statue. Non seulement parce que c'est Vénus, mais aussi la femme, mais aussi le symbole de la beauté. Et c'est vrai. Et plus que ça encore, vous voyez, avec les deux grands Bouddhas, il y avait une grande partie de notre histoire qui était tombée en cendres. Parce que l'Afghanistan, avant d'être un pays musulman, c'était un pays bouddhiste. Le nord, le centre, le sud. Et le nord, c'était un pays zoroastrien. Donc, et puis, quand Alexandre le Grand est venu dans le pays, donc dans la région, vous voyez, après lui, il y a eu la naissance d'une civilisation extraordinaire qui n'existe que dans cette région-là. C'est ce qu'on appelle Gandhara ou la civilisation gréco-bouddhique. C'est le seul moment qu'il y ait eu une rencontre si profonde, si créatrice entre l'Orient et l'Occident. C'est justement l'art gréco-bouddhique. En effet, vous avez en Afghanistan, il y a des temples bouddhistes. Quand vous voyez Bouddha, mais à l'aspect d'Apollon. Ouais. Il y a même un Bouddha aquatique. Alors qu'en Afghanistan, on n'a pas accès à la mer ou quoi que ce soit. Mais, ouais. Donc, vous voyez, c'était ça pour moi. C'était pas que voilà, juste de grandes statues de Bouddha, etc. Mais tout un passé, toute une histoire qui était... Et ce qu'on voit aujourd'hui dans le pays, c'est pas pour rien. Donc, c'est vraiment voler détruire l'identité d'un peuple. L'identité. Vous voyez, quand vous écrasez l'identité d'un peuple, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Et non seulement d'un peuple, mais d'une personne. Détruisez l'identité d'un individu, d'une personne. Vous pouvez ensuite en faire ce que vous voulez. Ce qui s'est passé aussi avec les talibans. Évidemment, toujours, on s'acharne contre ces petits talibans qui sont dans les rues, qui appliquent les... Ça, je vous dis que quand je les vois, ça me fait la peine de voir ces jeunes, si magnifiques, etc., entrer dans ce jeu-là. Ils ne savent rien. Ils ne connaissent même pas ce que c'est que le Coran, je vous jure. Ils sont analphabètes. Ils ne savent même pas ce que dit le Coran ou quoi que ce soit. C'était des orphelins qu'on a justement ramassés dans les villages, etc. On les a mis dans des écoles coraniques et militaires, loin de l'affection familiale, loin de leur foyer, loin de leur mère. Et quand un enfant n'a pas l'amour maternel, l'amour paternel, l'amour familial, qu'est-ce qu'on peut créer? Que des monstres, en effet. Donc, voilà, c'était pour moi la destruction du Bouddha annonçait toute cette destruction d'une identité, d'un peuple, d'une civilisation.
Peut-être on pourrait dire quelques mots sur Marjane Satrapi, je pensais, parce que c'est vrai qu'elle oui, elle nous a quittés hier et en vous écoutant, je me disais. Oui. C'est peut-être. Voilà. Moi, nous, on s'était connus, oui, il y a longtemps. Et de ça, on se voyait. On a eu même à un moment donné un projet ensemble. Oui, parce que j'ai fait un MUSEM à Marseille, un seul en scène qui s'appelait Sourire avec Dieu, mais sourire en 2 mots. Avec Dieu, et ensuite je voulais sortir le texte de ce seul en scène, et je voulais que Marjane illustre ce texte. Voilà. Mais elle était très prise à ce moment-là. Entre autres, oui, on était toujours présents pendant les manifestations, et on se voyait, on avait les mêmes combats, bien sûr. Les mêmes combats. J'ai écrit un petit texte hier pour lui rendre hommage. Oui, hier c'était étrange parce que le matin, j'étais à l'enterrement d'Edgar Morin et je rentre et je reçois les nouvelles de Marjane Satrapi. C'était une drôle de journée, en effet. Et j'adorais son insolence à l'égard de l'hypocrisie du monde. J'adorais son courage, son rire, son humour. C'était quelqu'un tellement vivant. Et je me rappelle à New York, quand on était invités là-bas, enfin séparément, mais on s'est retrouvés, et j'étais à sa discussion là-bas. Elle a sorti quelque chose, une discussion magnifique. Parce qu'elle fumait, il buvait abondamment, elle mangeait, elle n'avait aucun souci de son corps, etc., etc., etc. Et justement, la personne qui l'intervieweur lui demandait, mais vous avez cette manière de vivre. Je dis, écoutez, je ne veux pas donner un corps sain au ver de la terre. Non. Avez-vous des questions, remarques ou réflexions pour Atik Raimi? Oui. Il y a un micro qui va arriver. Oui, vous avez parlé du 11 septembre et de ce 11 mars aussi. Moi, j'ajouterais toujours, quand je parlais de ce drame, du dogmatisme et de la fermeture de la grande civilisation afghane qui, au XVIe siècle, les universités afghanes étaient dirigées par des femmes. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et je dois tout à quelqu'un, un grand savant que vous connaissez certainement, qui a beaucoup travaillé avec le commandant Massoud et qui a écrit beaucoup sur l'Afghanistan. Je veux parler de Michael Barry. Michael Barry parlait 11 langues. J'ai eu l'occasion de l'inviter ici même il y a en octobre 2011. Nous l'avons invité, le groupe de recherche, d'éducation et de prospective en Midi-Pyrénées a maintenu le programme de sa venue parce qu'on avait le programme avant le 11 septembre, d'une année avant le 11 septembre, et on l'a passé à l'école politique de Toulouse. Ma question est,
et de savoir, lorsque vous parlez du terrorisme afghan et de son dogmatisme, j'aimerais bien rappeler chaque fois le terrorisme des Européens, de l'implication de la France dans ces massacres des populations, des Russes, de l'Union soviétique et des Américains. Et je me souviens d'un rapport du club de Florence sur le patrimoine de l'eau international. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Les Américains ont applaudi à dire qu'ils ont identifié les trous où se cachent les Afghans, les terroristes afghans, et ils ont bombardé des centaines de trous. Or, ces trous-là, c'est la plus ancienne civilisation de l'eau souterraine qu'ils ont détruite. Et personne ne parle de ça que les experts. Voilà, donc j'ai souhaité, quand on parle du drame et des terroristes afghans et des talibans, on parle aussi du massacre des Européens à ce peuple. Merci. Vous voulez que moi je parle? Vous avez parlé. Oui, bah écoutez, la question. Moi, je ne suis pas pour trop de la victimisation des choses. En tant qu'Afghan, je dis ça clairement. D'abord, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Il faut, évidemment, chaque pays, chaque peuple, chaque pouvoir, chaque puissance essaye justement de survivre à l'histoire, à tout ce qu'on voulait. Pourquoi une civilisation s'en sort? Pourquoi pas une autre? Évidemment, il y a la puissance, tout ce que vous voulez. Mais moi, je suis de cette pensée mystique que dit que le moindre parasite intérieur est 100 fois plus dévastateur que les parasites venant de l'extérieur. Vous parlez du commandant Massoud. Quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les moyens aux wahhabites de détruire justement les chiites ou le peuple Hazara. Ils ont fait même une sorte de génocide. Mais personne n'en parle de ça non plus. Donc le commandant Massoud, oui, c'était une figure, mais moi, non. Pour moi, il a commis des erreurs. Et même dans son village, dans sa vallée, il y a eu des lapidations des femmes. Les femmes étaient interdites à entrer à l'école, etc., etc. Il faut dire les choses. Mais on a fait de lui aussi un mythe. Voilà. On a fait ça. Voilà. Bon, on ne va pas entrer dans tout ça. On reste avec Kabuliwala. Vous vouliez nous lire peut-être un extrait? Moi, j'ai lu plusieurs passages. Donc, voilà. Si vous avez un extrait en tête, un passage. Ah bah justement, oui, parler de. Il y a un passage que je sais dans quel état je l'écris. Ah, L'institut existentiel, c'est ça? Oui, voilà. Je suis là. Alors ça commence après 2 ans de travail acharné, me voici, c'est ça, non? Voilà. Je parlais justement de cette tentative de suicide. Hein. Voilà. Après 2 ans de travail acharné, me voici au bord du Gange, au bord du suicide. Pas par désespoir théâtral, ni à cause de ce que l'on appelle le syndrome indien, ou de l'abandon et de l'écoulement d'un rêve de cinéma. La raison est plus profonde et plus ancienne. Une lassitude existentielle. Oui, je suis las. Pas de la marche,
mais des chemins. Tout finissent par se croiser, se rassembler, cailloux, boue, pluie, poussière, frontières, rêves. Et toujours cette question retenue au bord des lèvres. Vais-je encore devoir repartir? Mais où? Je ne sais plus. Je sais seulement que ce n'est plus mon corps qui plie, mais quelque chose de plus enfui. Une fatigue du regard, comme si mes yeux eux-mêmes ne voulaient plus voir. Ce n'est pas le sommeil qui me manque, mais l'envie d'être encore réveillé. Je continue pourtant à l'image d'une chandelle qui s'obstine à brûler dans une pièce vide, sans témoin, sans vent, sans prière. La lassitude dont je parle ne se repose pas. Elle ne s'apaise ni dans un lit, ni dans le silence, ni dans l'oubli. Elle est comme une histoire qu'on a trop racontée et qui ne veut plus être dite. Elle s'accroche aux gestes simples, attacher mes lacets, répondre à une salutation, sourire quand je n'en pense à rien. Elle fait douter même de la lumière, non parce que je ne le vois plus, mais je ne sais plus pourquoi il faudrait encore la suivre. Je suis lasse de fuir des pays que je n'ai jamais quittés vraiment. L'exil me lasse, la guerre me lasse, pas ses balles mais ses angoisses, les discours qui la justifient, les commémorations sans mémoire, les enfants qui ne savent plus de quel côté était leur père. Je suis lasse d'Afghanistan. Et plus encore de l'idée que je m'en suis faite, de cette terre qui m'habite même quand je la quitte. Elle colle à mes rêves comme un deuil que l'on finit pas. Un pays qui me suit comme une ombre dans la pénombre. Je suis lasse de chercher des âmes errantes dans cette obscurité. À qui parler, à qui raconter ce que je ne vois même plus, à qui confier ce qui n'a pas de mots. Cette lassitude m'envahit profondément. Si profondément que j'ai l'impression qu'elle n'est pas née de moi, mais que je suis né d'elle, comme si je n'étais venu au monde que pour lui donner un corps, un destin. Et pourtant, je n'ai même plus la force d'honorer ce pacte. Je suis lasse de devoir être fort, de sourire devant les enfants, les proches, les étrangers, d'être celui qui a survécu, comme si cela suffisait à tout expliquer. Je suis lasse de mes langues, celles que j'ai perdues, celles que je massacre, celles que je traduis pour être aimé. Je suis lasse de parler et lasse de me taire. Je suis lasse d'écrire, non pas parce que je n'ai plus rien à dire, mais parce que chaque phrase ressemble à une tentative de réparation. Merci beaucoup. Le livre Kabuliwala, c'est moi est publié chez POL. Vous venez d'entendre son auteur, le romancier et réalisateur Atiq Rahimi, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, vendredi 5 juin 2026, réalisée et mise en onde par Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.